À la Défense, c'est assez équivoque, regardez. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Voilà donc pour ce petit montage sans équivoque. Donc là, évidemment, ça fait référence à l'anniversaire de Vladimir Poutine hier, qui avait 70 ans, Arlette Chabot. Et là, oui, clairement, on est en train de voir que la communication, elle est lancée. Ça n'est pas la seule vidéo qu'on peut trouver. Ça a inondé littéralement Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, pour montrer que voilà, là, Poutine, encore une fois, il est ridiculisé. C'est ça le but. Oui, parce qu'évidemment, ça renvoie à Marilyn Monroe célébrant l'anniversaire de Kennedy. Donc ça nous ramène à Regardez, là, on a une image, je vous interromps, pardon, Arlette, des brochettes sur le pont. Donc ils ont de l'humour. Moi je trouve que tout ça participe à une espèce d'action psychologique, évidemment. C'est l'action psychologique, c'est Zelensky proposant aux Russes de se rendre, en leur affirmant qu'ils seront bien payés, s'ils amènent notamment du matériel militaire, qu'ils seront en tout cas bien traités, soignés, nourris, et on comprend qu'ils seront aussi habillés peut-être mieux qu'ils ne le sont. Donc il y a cette espèce d'appel. Voilà, il y a l'appel à résister aussi en direction des Russes. Et puis cette opération du pont, c'est aussi évidemment une opération militaire, c'est une opération politique compte tenu du symbole, c'est aussi évidemment une opération psychologique. Donc l'opération démoralisation du peuple russe est bien engagée par l'Ukraine. Et en plus, il y a l'humour. Il y a aussi ces fameux timbres qui vont être fabriqués avec le pont détruit et le pont intact. Voilà, on le voit ici à l'image. Voilà, c'est ça. Donc tout participe, je trouve, à une action très habile. Alors, il y a un doute effectivement chez les responsables russes, on le sait. Je ne sais pas si on peut vraiment comprendre ou juger du niveau d'inquiétude d'une population russe, mais c'est sûr que depuis la mobilisation, ça leur a pas donné un moral incroyable. Donc il y a une action psychologique qui est quand même extrêmement efficace de la part de Zelensky, du gouvernement. Il y avait de très bonne communication de sa part, lui-même, comment il s'est mis en avant, et maintenant c'est vraiment une action psychologique, je trouve, forte et efficace. Et vous le disiez, Arlette, ce qui est très habile, c'est l'humour, parce que l'humour, sur Internet, ce sont aujourd'hui des choses qui sont virales. C'est beaucoup plus facile de diffuser quelque chose, un mème, comme on appelle ça, ou une vidéo, comme on vient de voir, parce que tout simplement, ça concerne peut-être plus les gens sur des vidéos faciles à regarder que des questions un petit peu difficiles sur la guerre. Vous êtes d'accord, Christian Magrellis? Oui, bien sûr, c'est génial. La collision entre l'anniversaire de Poutine et le pont, on va voir justement cette photo. C'est incroyable. Imaginez la force. Alors qu'hier, il était au sommet de sa gloire et on lui envoyait des félicitations de tous les côtés. Et là, c'est un cadeau de Dieu, disait le patriarche. Ah oui, le patriarche a dit vous êtes un don de Dieu. C'est même allé jusque-là. C'est le degré de servilité de l'Église. Imaginez la force de l'âme, la force d'esprit des Ukrainiens, parce qu'ils font cela, je dirais, en pleurant. Parce que pour eux, cette guerre, c'est quoi? C'est Boutcha, c'est Kramatorsk, c'est chaque jour, c'est Izium, c'est sous ces victimes. Et les gens qui sont torturés aujourd'hui sur le territoire de Kherson, de Kharkiv, ils continuent à rire et montrer que nous luttons pour vivre, pas pour mourir, comme Poutine appelle les Russes. Bogdan Obraz d'ailleurs, c'est certes de l'humour, c'est certes une manière de montrer que voilà, on arrive à attaquer quelque part Poutine presque sur son propre terrain, j'allais dire, même si bien sûr la Crimée n'est certainement pas considérée par les Ukrainiens comme Russes, c'est aussi une manière de mobiliser, de continuer à mobiliser les troupes ukrainiennes qui, elles, restent excessivement motivées, bien armées certes, mais extrêmement motivées. Oui, tout à fait, c'est vrai que là, ce matin, je me suis régalé, il y a même des playlists de musique à écouter pour regarder le pont flambé, mais effectivement, l'Ukraine continue à progresser, merci encore pour votre aide. Et justement, c'est quelque chose qui, effectivement, on est en train de rigoler à travers les larmes, parce que c'est vrai qu'on a un très long, très lourd bilan, mais quand même on continue et jusqu'à la victoire. Et aussi, le rire, c'est aussi une certaine arme dans cette guerre de communication. Et bien sûr, cette explosion sur le pont de Kerch, on va y revenir dans un instant parce qu'on attend toujours la réaction des Américains en la matière. On va voir ce qu'ils peuvent dire, s'ils étaient peut-être au courant. On va essayer de répondre à ces questions dans un instant. À tout de suite.
Retrouvez votre programme avec Divalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Jean-Michel Ottoniel, artiste. Il nous reçoit dans son nouvel atelier à Montreuil. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent, bienvenue dans ce nouvel atelier. Jean-Michel, pourquoi cette tombe est devant nous aujourd'hui? C'est une photographie qui est la première œuvre qui m'a été offerte par une artiste qui est Sophie Calle. Elle est venue dans mon atelier quand j'étais étudiant. Elle m'a dit voilà, j'aimerais échanger une photographie à vous contre une photographie à moi. Et ça a été l'ouverture d'un monde, ça a été la confiance d'un autre artiste. Je pense que quand on est artiste, on a une façon très spéciale de collectionner. On se reconnaît dans les œuvres, on fait un hommage à l'artiste aussi en le collectionnant. Et c'est aussi le tout début de mon travail où il y avait ce rapport à la perte, à l'absence, à la mort qui était très très fort et qui m'a poussé à devenir artiste. Et je crois que Sophie Calle l'a vu parce qu'elle est obsédée par ça. Ça fait vraiment partie de son travail. Et pourquoi tu es parti de la pierre tombale à aujourd'hui au verre lumineux? C'est un parcours de l'ombre à la lumière. Je crois que l'art, pour moi, a été une façon aussi de découvrir la beauté du monde. Cet espoir vers lequel on va, vers cet appel de la lumière. Merci pour ce parcours merveilleux d'un grand artiste d'aujourd'hui et de demain. Peut-être qu'elle a faim, hein. Tu crois pas qu'elle a chaud? Ou peut-être qu'elle a froid. C'est normal que tu dormes jamais, toi. My love has no beginning, my love has no end. C'est normal qu'elle dorme autant. Devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Trouver des réponses sur 1000premiersjours.fr. Tu crois qu'il faut la réveiller? Plaisir brut de Ben & Nuts, c'est non salé et délicieusement croquant. Plaisir brut, ça fait du bien de craquer. Ben & Nuts. Nouveau, pour vos pauses gourmandes, plaisir brut aux éclats de fruits ou de chocolat. Moi, je voulais du poulet. Et moi du poisson. On aurait pu faire un petit risotto. Bah oui, mais on n'est pas chez Paul et Louise ici. Avec les recettes gourmandes envie du jour de Paul et Louise, composez vos plats comme vous les aimez pour 100 fois plus de plaisir. Quelle bonne surprise! Faire sa place dans le vélo, c'est pas évident. Hein. Entre le personnel, le matériel et la concurrence, faut voir venir. Heureusement, on a trouvé quelqu'un pour envoyer du lourd. Les experts comptables, des conseils pour envoyer du lourd. Une journée qui se passe mal, c'est une succession d'imprévus. Ce qui permet de faire face à ça, c'est des processus efficaces et des personnes qui les maîtrisent. Dans ces processus, il y a l'ERP qui est au centre de tout. Comme Adrien, les clients de Sage font avancer leur entreprise grâce à notre ERP. Sage, votre business, simple et fluide. À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leur manie. Et leur humour. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour messieurs. Vous venez pour la tentative de cambriolage? Oui. Je suis désolée, on est un peu en retard, mais pour me faire pardonner, je vous ai fait des petits cookies. On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris. Oh non. Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Le plus beau avec quelque chose de nouveau, c'est que ça n'a pas encore de nom. C'est une course dans les nuages, du trail urbain, des rêves qui deviennent réalité, ou briller dans la foule. C'est du running virtuel, du Ploga running, un nouveau record, une médaille d'or, ou de la pure folie. Qu'importe le nom que vous lui donnez, c'est à vous d'imaginer, pour inventer demain. Salomon, tomorrow is yours. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC.
Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. Cuir Center, bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cuir Center. Profitez-en dès maintenant. Audible, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire qui me fait rire. Raconte-moi une histoire qui m'inspire. Ou qui me motive. Raconte-moi une histoire à partager. Ou une histoire rien que pour moi. Audible, c'est des milliers de livres audio, créations originales et histoires pour enfants. Essayez gratuitement pendant 30 jours sur audible.fr. Jeudi, des princesses, vendredi, des princesses samedi, princesse Amandine. Légère, fondante et savoureuse, princesse Amandine, ça change des patates. Dispositif médical. Berocca Énergie, c'est une formule unique qui allie les vitamines et les minéraux essentiels pour faire face à toutes les situations. Berocca Énergie, gardez le rythme. Existe aussi en Cassis. Avec Atlante Catamaran, quittez votre élément. Faites des rencontres inattendues. Explorez un univers infini. Plongez dans un océan de détente sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Vivez un moment Happy Meal en famille, en collectionnant et en s'amusant avec les cartes Pokémon. Retrouvez votre programme avec Divalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. 16h45 de retour sur le plateau du club sur LCI avec les voitures et les bus qui sont de nouveau autorisés à circuler sur le pont de Kertch. Pont où un peu plus tôt ce matin, pourtant à 6h, une grosse explosion a eu lieu. Ce pont, vous le savez, c'est celui qui relie la Crimée à la Russie. Et cette explosion, elle a bien sûr endommagé des voies routières, avant ensuite d'endommager les voies ferroviaires. Alors avant de voir ce que ça implique diplomatiquement et du point de vue de la guerre, écoutez ce que disait le gouverneur de Crimée. Lui, il s'est voulu très rassurant, ça n'est pas une attaque qui fait très mal. On va reconstruire, écoutez. J'appelle tous les habitants de Crimée à garder leur calme et tous les touristes de la péninsule à être patients. Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et le FSB auront terminé leur travail sur le site. Bon voilà, la Russie pouvait difficilement dire autre chose. Général Queneau, malgré tout, il y a quand même une question qui subsiste sur l'origine de cette explosion. On sait que c'est manifestement une voiture piégée, un camion piégé. Comment peut-on imaginer que ça n'ait pas été contrôlé en amont, c'est-à-dire qu'à l'arrivée sur ce pont, il n'y ait pas eu de contrôle de la part des Russes pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'explosifs à bord, par exemple? Vous avez une circulation routière qui est, sans être excessive, qui est importante. Vous pouvez pas contrôler tous les véhicules qui empruntent ce pont, d'autant que ce camion avait été immatriculé à Krasnodiar, en Russie. Donc il n'y avait aucune alerte et aucune raison objective de le contrôler.
Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. On dit un camion PG avec un kamikaze qui se fait sauter. C'est une hypothèse. Il y en a une autre qui intellectuellement me séduit plus, c'est que c'est une opération des services secrets ukrainiens qui ont demandé à un habitant de Krasnodar de transporter quelque chose en Russie et lui ont donné de l'argent. Et l'homme ne savait pas ce qu'il transportait, s'est engagé sur le pont et au moment du croisement avec les trains, avec une télécommande, les services secrets ont fait sauter le camion et mis le feu au train. C'est techniquement, je ne parle pas de morale là, c'est techniquement parfait parce qu'il n'y a pas de traces et on ne sait pas qui est à l'origine. Et peut-être qu'effectivement l'enquête menée par les Russes dira si le conducteur était ou non au courant, enfin si bien sûr on estime qu'on peut se fier aux résultats de l'enquête russe, bon en tout cas on verra cela. Bogdan Obraz, est-ce que cette méthode justement selon vous elle est ukrainienne, celle de demander à quelqu'un de transporter un explosif sans qu'il le sache, ça vous semble assez peu probable? Non, c'est plus un petit peu côté comme dans les films de Hollywood vraiment. C'est plutôt côté comme chez James Bond ou dans les SAS, mais effectivement ici... Donc un kamikaze, si je suis quelqu'un qui savait parfaitement qu'il transportait une charge explosive. En Ukraine, on n'a pas l'habitude de cela. Voilà. Bon, il y a aussi une autre question qui va se poser ensuite, c'est celle des réactions internationales. Parce que vous l'avez vu, la Russie, elle a réagi en qualifiant évidemment cela d'opération terroriste de la part de l'Ukraine, même si pour l'instant l'Ukraine n'a absolument rien revendiqué. Et une autre réaction qu'on attend, c'est évidemment celle des États-Unis. On va rejoindre Jean-Éric Brana qui était avec nous tout à l'heure. Rebonjour à vous, vous êtes toujours spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Paris-Assas. La question que je commençais à vous poser tout à l'heure et que je n'ai pas pu réellement compléter, c'est la suivante. Peut-on imaginer que l'Ukraine ait fait cela de manière un peu autonome, dans son coin, comme on dit, et que quelque part les États-Unis soient fâchés justement de cela parce que ça va diplomatiquement peut-être fâcher Poutine et un petit peu compliquer les négociations. Il n'y en a pas, mais en tout cas les relations qu'il peut y avoir actuellement avec Poutine. Alors les conditions de l'attentat, j'en sais absolument rien et pour l'instant personne n'en sait rien d'ailleurs. Pour la réaction américaine, je ne pense pas que ce sera une fâcherie pour des raisons assez simples. D'abord, dès la construction de ce pont en 2016, les Américains se sont élevés contre cette idée. En 2018, par la voix de Pompeo, ils l'ont condamné, ils l'ont qualifié d'illégal. Ensuite, il y a eu des sanctions qui ont été votées par le Congrès américain, c'était en 2018. À la fin de la même année, Nikki Haley, devant l'ONU, a encore réitéré la position américaine qui était d'exclure l'idée que ce pont devait rester en place et surtout qu'il appartienne à la Russie. Pour eux, c'était une zone ukrainienne. Et puis le 8 juillet, surtout, donc c'est beaucoup plus près de nous, un porte-parole du Pentagone, on lui avait posé la question d'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si jamais il y avait un attentat sur le pont Kerch? Il avait dit, écoutez, ça fait partie des cibles possibles. De toute façon, nous pensons que les Ukrainiens ont le droit de récupérer tout ce qui leur appartient, sous-entendu la Crimée, et bien sûr ce bras qui va sur la mer, qui était le pont Kerch. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la position aura changé. La question ne se situe pas là, et les Américains sont fermement derrière les Ukrainiens. Ils l'ont maintes fois montré et prouvé. La ligne rouge, c'est de ne pas aller en territoire russe. Pour les Américains, là on n'est pas en territoire russe, même si les Russes disent qu'effectivement on est chez eux, donc c'est là-dessus que ça va se jouer, mais pour les Américains il n'y aura pas de débat sur cette question-là. C'est là toute l'ambiguïté, effectivement. Quelle peut être la réaction de la Maison-Blanche, Joe Biden lui-même peut-être, face à cette explosion? Est-ce qu'il peut la saluer ou est-ce qu'il doit simplement se contenter d'être silencieux? Parce que malgré tout, c'est quand même un petit peu difficile de dire qu'on se réjouit d'une attaque contre quelqu'un. Vous avez complètement raison, et puis il n'y a pas trop de raison de la saluer ou de ne pas la saluer. Les Américains n'y sont visiblement pour rien. En tout cas, il y a déjà des manifestations devant l'ambassade américaine en Russie qui accusent la CIA. Bon, ça c'est classique. Sur les réseaux, bien sûr, tous les poutinistes en herbe vont faire la même chose. Les Américains n'ont pas intérêt à mettre d'huile sur le feu et surtout pas de jouer les co-belligérants comme d'habitude. Joe Biden devrait faire plutôt un profil assez bas et puis laisser faire en continuant à envoyer de l'argent, des armes et du soutien de la part des Américains.
Jean-Luc Bernard, Joe Biden a un petit peu jeté le chaud et le froid récemment en ce qui concerne le nucléaire. Normalement, c'est plus Poutine qui est habitué à faire ça. Là, en l'occurrence, c'est Joe Biden, parce qu'il a dit dans un premier temps qu'il craignait que Poutine mette ses menaces à exécution, en parlant d'Armageddon, en parlant de catastrophe absolue. Puis, ensuite, la Maison-Blanche est revenue en disant non, pour l'instant, il n'y a pas d'indice qui nous montre que le nucléaire est en passe d'être utilisé par les Russes. Est-ce que, du coup, ceci, si c'est de nature à fâcher Poutine, est une possibilité peut-être pour, bah oui, encore une fois, contrecarrer les plans d'apaisement qu'a entrepris Joe Biden depuis quelques jours? Alors écoutez, il y a deux messages qui sont très importants en provenance de l'Amérique. Le premier de ces messages, c'est effectivement, vous le rappeliez, les Russes n'ont déclenché aucune manœuvre nucléaire et donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et en même temps, le deuxième message, qui est en nous très fort, et ce message est répété sans cesse par Joe Biden, qui explique qu'on peut très vite aller dans une spirale qui, d'une bombe qui ne serait pas très importante, 500 kilos par exemple en nucléaire, pourrait en entraîner une autre, une réaction en entraînant une autre, on pourrait arriver à la destruction totale de la planète. Donc il faut faire attention. Maintenant, pourquoi est-ce que Joe Biden se met à répéter cette histoire de menace nucléaire? Est-ce que, alors certains vont dire il est sénile, bon très bien, on entend ça sur les réseaux sociaux. Si on écarte ça et qu'on se demande pourquoi le président des États-Unis a cette préoccupation en tête et ne cesse de nous le répéter, c'est que quelque part il y a une peur réelle de sa part, peut-être légitime, et j'émettais l'hypothèse tout à l'heure, que le président des États-Unis était informé de cette opération avant qu'elle ait lieu, ce qui d'ailleurs accréditerait l'idée que ce sont les forces spéciales ukrainiennes qui l'auraient menée, mais ça c'est une autre histoire et je sors de mon champ de compétences. Mais en tout cas, s'il était averti, il aurait pu vouloir en préventif avertir Poutine qu'il n'avait pas intérêt à rentrer dans une spirale, ne serait-ce que déjà par sa réaction à lui, ce qu'il allait dire et ce qu'il allait faire, et surtout pas en envoyant des bombes, qu'elles soient chimiques, biologiques ou nucléaires, y compris tactiques, parce qu'on ne savait pas ensuite jusqu'où ça irait. Jean-Éric Bernal, il y a aussi un autre dossier sur lequel j'ai envie de vous entendre parce que selon moi il est particulièrement intéressant. C'est le fait que les Américains ne pourront bientôt plus fournir à l'Ukraine les équipements de pointe qu'elle lui a donnés jusqu'ici, ces réserves arrivant à leurs limites, notamment en termes de munitions. Il y a pas mal de voix à la Maison-Blanche qui nous disent qu'effectivement, ce qu'on a donné à l'Ukraine, on mettra des années à le récupérer sur le sol américain. Est-ce qu'on est en train d'assister là à, je ne vais pas dire un lâchage, mais est-ce qu'on est en train du côté des Américains de montrer à l'Ukraine qu'il va falloir se passer de leur aide? Alors c'est vrai et faux. En réalité, la réserve américaine a déjà été envoyée en Ukraine, hein, puisque dans le plan qui avait été voté de 40 milliards, il y avait 8 milliards et demi qui étaient réservés pour reconstituer cette réserve qui était quasiment à zéro, ce qui veut dire que les Américains sont déjà en train de refabriquer. Effectivement, on avait parlé de 2 à 3 ans pour reconstituer cette réserve, donc il est déjà établi que ça prendra un peu de temps, mais en même temps, on entend cette demande des Ukrainiens actuellement qui demandent notamment des lanceurs un peu plus perfectionnés et surtout des obus plus perfectionnés, puisque désormais ils demandent des attaques MS, et bien sûr le général vous expliquera tout cela, mais il s'agit en 2 mots d'obus qui vont jusqu'à une portée de 300 km et qui donc potentiellement peuvent toucher le territoire russe ou le sud de la Crimée, comme le disent les Ukrainiens, et que les Américains commencent à peut-être se laisser convaincre. En réalité, là, il s'agit plus des capacités de Lockheed Martin, qui est l'entreprise qui fabrique cet équipement. Est-ce qu'il va être en capacité de le fabriquer rapidement? C'est pas uniquement l'armée américaine, et même si cette entreprise travaille bien sûr quasiment uniquement pour l'armée américaine, et ce qui est en jeu, et c'est pour ça qu'on revient à notre conversation de tout à l'heure, c'est que les Ukrainiens expliquent que en échange, ils donneraient au service de renseignement américain toutes les cibles qui sont visées, répertoriées et qu'ils viseraient. Donc ce serait très important pour les Américains de pouvoir aussi contrôler cette chose-là et d'éviter cette spirale vers la co-belligérance et donc spirale qui amènerait à une guerre mondiale, bien sûr, en entraînant l'OTAN dans le conflit. Donc on en est là pour l'instant. Donc ça écarte cette hypothèse que les Américains ne suivraient pas. Mais vous savez, après avoir donné 65 milliards de dollars d'armes, d'aide et de soutien, je doute désormais que Biden fasse un pas en arrière, voire même qu'il se retire. Bien au contraire, il ira jusque l'objectif qu'il avait annoncé, c'est-à-dire le fait que la Russie doit perdre cette guerre, et c'est pour les Américains désormais la seule issue du conflit.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été en direct avec nous sur LCI cet après-midi. Général, je me tourne vers vous parce que voilà, on entendait à l'instant Jean-Éric Brana plutôt rassurant sur les armes que pourraient continuer de donner les États-Unis. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que selon vous, on ne va pas tout de suite fermer le robinet côté américain? On ne va pas le fermer, parce que ça repose pas tant sur l'armée américaine que sur l'industrie américaine. Et si on leur donne l'argent, ce qui est le cas, les usines américaines sont quand même capables de produire peut-être pas l'optimum que recherche l'Ukraine, mais suffisamment pour les approvisionner, hein, je pense. Mais je veux dire, je vais les prolonger parce que, en général, c'est la même chose avec nos Césars. Il faut les fabriquer. On est un petit peu au bout du bout. On a vu hier, on attendait le chiffre que pourrait donner le président de la République sur le nombre de canons qui allait être soustrait peut-être au Danemark pour le donner à l'Ukraine, mais on a aussi un problème de fabrication, de production. Nous, on a un problème de fabrication et on a un problème de volume. La France, à tort ou à raison, veut avoir une armée qui couvre tout le spectre, comme les États-Unis. On arrive à couvrir le spectre, mais avec le minimum de choses. Je vous prends un exemple de ce que disait le Mercier, qui est un journaliste de la Défense, qui est un homme compétent. Il disait qu'avec ce que dispose l'armée française, c'est-à-dire 2 divisions lourdes et donc 25 000 hommes, avec 25 000 hommes et ces 2 divisions lourdes, on ne serait capable de tenir qu'un front de 80 km en Ukraine. Donc vous voyez quand même les limites du système français. Et donc le problème du César, c'est que la Nestor fabrique des Césars pour les Français et fabrique des Césars pour les Danois. Et les Césars pour les Danois sont plus lourds, plus gros, plus importants que les Césars français. Et donc, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait eu au départ un accord pour que les Danois renoncent, enfin pour l'instant, à leur commande, et que cette commande soit délivrée immédiatement à l'Ukraine. Mais il me semble, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que les Danois ont changé d'avis. Arlette Chabot, justement, puisqu'on parlait de la France, est-ce qu'on doit s'attendre, nous, à une réaction de la part de la France, alors certainement pas Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas forcément dans ses habitudes, concernant justement la destruction partielle de ce pont de Kerch? On a bien vu des réactions russes, l'absence de réaction pour le moment, mais bon, l'heure n'est pas la même aux États-Unis. Est-ce qu'en France, on va s'exprimer sur le sujet, selon vous? Alors, je ne peux pas vous dire s'il y aura une réaction, mais en tout cas, c'est très difficile, parce que si ce n'est constaté, un peu comme pour le gazoduc Nord Stream 1 ou 2, il y a des explosions, on dit il y aura une enquête, on verra, on ne va pas se réjouir officiellement quand on est la France qui a un problème supplémentaire pour Vladimir Poutine. Donc au fond on ne peut ni se réjouir ni déplorer, à l'inverse bien évidemment. Donc simplement il y aura un constat de cet événement, je pense que ça n'ira pas plus loin. On peut pas, effectivement, il ne peut pas y avoir de réaction. Je risque d'être démenti, mais on verra bien. On en parlera demain, par exemple. Je voudrais ajouter que la France, l'Europe peut proposer pour faire des recherches sur cette explosion, sur la nature de cette explosion. Oui, mais enfin, je suis sûre qu'on va avoir la réponse qu'on va faire nous-mêmes, pas parce qu'on est capable de la trouver. Je ne doute pas qu'ils sont capables de trouver. Je suis sûre que il veut cacher quelque chose s'il veut cacher. C'est pourquoi. Et pour le moment, nous ne savons pas quelle version va officielle. Merci à vous 5 d'avoir été les membres du club LCI cet après-midi. Quant à vous, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va s'interroger sur ce limogeage, un nouveau limogeage dans l'armée russe, celui qui était, en l'occurrence, le commandant de l'opération spéciale en Ukraine. Pourquoi a-t-il été limogé? Par qui est-il remplacé? On va voir ce que ça implique. À tout de suite.